Bonjour, nous revoilà donc face à l'État pour conclure les observations que je voulais vous apporter cette année concernant l'identification de cette personnalité un peu particulière qu'est l'État. Rappelez-vous, pour remettre les choses dans l'axe, que j'ai d'abord essayé de partir sur une enquête historique, en quelque sorte, pour tenter de cerner l'origine de l'État avec les limites d'une telle recherche. J'ai ensuite voulu vous faire part de ces signes particuliers qui donnent vie à une personnalité hors du commun, qui est l'État. Ensuite, attirer votre attention sur son rôle, qui est d'intensité variable en fonction de ce qu'on attend de lui. Et puis, j'étais précisément en train de vous parler de l'organisation, de la radiographie, en quelque sorte, de l'architecture selon laquelle est construit l'État. Cela m'a conduit à vous parler, dans un premier temps, de l'État unitaire, c'est-à-dire de l'État dans lequel l'unité prédomine par rapport à la diversité. J'en ai donné une illustration française et quelques ouvertures vers le système britannique. Puis je vous ai parlé des États régionaux qui sont une forme instable d'évolution de l'unité vers la diversité, et je vous ai donné à ce titre l'illustration espagnole et italienne, au moins en quelques mots. Je vais donc d'abord ce matin vous parler de l'État composé, c'est-à-dire de cette forme tout à fait originale d'un État ou d'États qui reconnaissent la diversité et s'appuient en quelque sorte sur la pluralité pour construire leur unité. D'où cette idée qui consiste à dire que l'État composé est toujours une construction délicate, comme est toujours délicat la synthèse recherchée entre l'un et le multiple. De tout temps, pourrait-on dire, les groupes humains, dès qu'ils avaient une identité reconnue, se sont trouvés dans des situations de confrontation, de rencontres, que cela prenne la forme de guerre ou de commerce, avec d'autres groupes, d'autres communautés, qui elles-mêmes avaient aussi leur identité. Et l'histoire nous a donné des exemples de coordination, de coopération entre des groupes identifiés dans leur spécificité. La première forme, la moins élaborée, la plus superficielle, la plus éphémère, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les unions personnelles. Comme l'expression le laisse entendre, il s'agit de la réunion conjoncturelle de communautés politiques, appelons-les ainsi, sous l'autorité, sous la coordination, sous le trait d'union d'une personne. Union personnelle. Par exemple, entre l'Angleterre et la maison de Hanovre, tel sera le mode d'organisation du trône d'Angleterre entre 1714 et 1837. Dans le cadre des règles successorales, en effet, la tradition conduira, pour en respecter la dévolution de la couronne, conduira à faire appel à la maison de Hanovre, et en conséquence, ce sera à partir de cette branche collatérale de la dynastie britannique que s'établira cette liaison, vous le voyez, simplement unie par le lien dynastique, la maison de Hanovre avec le trône d'Angleterre. Et Georges Ier, qui sera le premier souverain à se revendiquer de cette branche collatérale de la maison de Hanovre, Georges Ier va donc assurer la continuité en réunissant sous son autorité à la fois l'Angleterre et le Hanovre.
Ce qui, entre parenthèses d'ailleurs, aura des conséquences, parce que, comme leur nom l'indique, les Hanovres ne viennent pas d'Angleterre, ils viennent plutôt d'Allemagne. Ce qui veut dire que Georges Ier, quand il va commencer à régner, ne maîtrise pas l'anglais. Et en conséquence, il devra faire confiance à son entourage, à ses conseillers, à ceux qui seront bientôt des ministres, pour gérer les affaires de l'État. Et de là, petite cause, grande conséquence, va se trouver une monarchie parlementaire tout à fait particulière dans le cadre de ce que sera plus tard la Grande-Bretagne. Bon, donc, simplement, union personnelle, vous le voyez, qui ne dure que le temps de cette configuration dynastique, et en réalité, à partir de 1837, ce sera la reine Victoria qui va assumer la fonction de monarque. Elle va régner de 1837 à 1901. Observez la durée du règne qui va marquer durablement, il est vrai, d'une empreinte tout à fait autoritaire, la monarchie britannique. C'est union personnelle, avec ses limites. Deuxième mode que l'on peut identifier historiquement, c'est ce qu'on appelle précisément l'union réelle. Alors, quelle est la différence? Une union est dite réelle parce qu'elle conduit à mettre en commun des compétences entre des territoires différents, en matière, par exemple, de politique étrangère, en matière de défense, voire même en matière de monnaie, utilisation d'une monnaie commune. L'exemple que l'on donne habituellement pour qualifier ces unions dites réelles, à la différence de personnelles, puisqu'elles portent sur des objets et non pas sur une dynastie, l'exemple que l'on donne, c'est évidemment l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire cette période à partir de 1867, au cours de laquelle François-Joseph Ier, par exemple, va être à la fois empereur d'Autriche et roi de Hongrie, empereur d'Autriche, avec une relative autonomie d'ailleurs préservée pour les Hongrois. C'est une expérience qui va durer le temps de quelques décennies et qui va sombrer avec la Première Guerre mondiale. Union réelle. Elle aura été une manifestation, là encore, extrêmement épisodique dans une histoire européenne assez disparate. Il y a un cas qui est encore plus intéressant à observer, c'est l'histoire tumultueuse de l'Allemagne. L'Allemagne, il faut se souvenir qu'en effet, a, au cours de son histoire, mis en place des systèmes de coopération entre territoires différents qui ont pris des appellations qui n'étaient plus union personnelle, qui n'étaient pas union réelle, mais qui étaient confédération ou État fédéral. Par exemple, Confédération du Rhin, celle que met en place Napoléon Ier de 1806 à 1813, et qui va réunir 16 entités différentes dans un label commun qu'on appellera Confédération du Rhin. Cette Confédération du Rhin, bien sûr, va sombrer avec Napoléon, et quelque temps plus tard, on verra apparaître la Confédération d'Allemagne du Nord, à partir de 1867, et qui elle-même va réunir 22 territoires, c'est encore plus imposant, 22 territoires dans une unité qui se veut relativement unanime et qui sera une confédération. Et puis l'on verra à partir de 1871, l'Empire allemand qui se mettant en place va aussi s'appuyer sur une diversité reconnue et maîtrisée dans le cadre de ce qu'on appellera un État fédéral avec des connotations confédérales. Je vais m'expliquer tout à l'heure, bien sûr, sur la différenciation. Et puis ainsi, nous arrivons à la République de Weimar, celle qui va naître de la défaite de la Première Guerre mondiale pour les Allemands. Et la République de Weimar, de 1919-1923 exactement, pour la mise en place des institutions jusqu'en 1933, va aussi s'appuyer sur un territoire composé d'entités différentes et réunies sous une même autorité. On parlera de fédéralisme plutôt que de confédération. Et ainsi arrive-t-on à notre époque, où après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne divisée en deux
va se trouver à l'ouest, organisée dans le cadre d'un fédéralisme, la République fédérale allemande, dont le texte fondateur est une loi fondamentale du 23 mai 1949 et qui va réunir 11 États fédérés dans une fédération qui se veut transitoire dans l'attente que les territoires qui sont sous obédience, sous autorité, sous colonisation soviétique puissent un jour éventuellement se trouver libérés et choisir d'adhérer à cette République fédérale allemande, ce qui va se faire, vous le savez, en octobre 1990. Et aujourd'hui, l'Allemagne est un État qui comprend donc 16 États fédérés, composant cet ensemble diversifié dans une vision unitaire d'un État au plan international. Je viens là de vous faire simplement un rapide retour en arrière sur l'histoire allemande, et je viens de vous signaler deux formes dont il faut parler dans l'introduction à cet État composé, car ce sont les deux formes juridiques que l'on aborde régulièrement, la confédération et l'État fédéral. Alors arrêtons-nous un instant sur la confédération. La confédération, c'est un mode d'organisation condamné par l'histoire. Je vais m'expliquer sur cette affirmation. Pourquoi? Parce que la confédération repose sur une impossible synthèse entre une unité volontairement désirée et une souveraineté délibérément conservée. C'est une association libre d'États souverains. Voilà comment on peut définir de manière très simple une confédération, une association libre d'États souverains. Et vous voyez bien que dans cette formule qui paraît simple, se loge justement l'impasse de la confédération. Car de deux choses l'une, ou bien les États sont souverains, ça veut dire qu'ils sont libres, que leur autodétermination demeure complète, totale. Mais alors cela veut dire que l'association est très fragile, car s'ils veulent s'intégrer dans cette association tout en préservant leur liberté, il n'y a qu'une règle qui vaille, c'est le principe de l'unanimité. Or, l'unanimité, c'est la tare des confédérations. Aucune confédération ne peut vivre longtemps, aucun groupe humain ne peut se stabiliser durablement en fondant son principe décisionnel sur l'unanimité. Parce que l'unanimité, ça veut dire que chacun est l'otage de l'autre. Ça veut dire que sur un groupe plus ou moins épars, avec des intentions plus ou moins diverses, il y aura toujours un ou deux qui manifesteront leur opposition, qui bloqueront le système. Regardez actuellement l'Union européenne, après des tentatives diverses qui ont donné lieu à un traité light, le traité de Lisbonne, ce traité ensuite approuvé, ratifié par 26 États sur 27. Nous sommes dans cette logique de confédération. Il faut que l'unanimité soit acquise pour que le traité soit valide. 26 sur 27. Et le 27e, vous le savez bien, c'est la République tchèque. Et nous sommes, l'Union européenne, se trouve paralysée. Ces institutions se trouvent bloquées en raison de la mauvaise humeur d'un président qui est europhobe et qui ne veut pas signer un traité que son Parlement a ratifié. Et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire qu'attendre qu'il veuille bien condescendre à donner son accord à un traité que 26 autres États ont, plus ou moins difficilement, mais ont approuvé. Ben voilà exactement le risque de toute confédération, c'est la paralysie, c'est le gaspillage, c'est l'inefficacité. Alors, il y a deux formes, justement, dans l'histoire récente, qu'on voit apparaître dans les manuels de droit constitutionnel et qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. On parle parfois, par exemple, dans les chapitres qui traitent de l'évolution de l'Europe de l'Est, de l'évolution de l'Union soviétique vers la Russie, fédération elle-même, mais à la recherche de nouveaux liens plus volontaristes avec ses anciens partenaires subordonnés. Et
cela a un nom, s'appelle la communauté des États indépendants. Belle idée. Idée de Mikhail Gorbatchev en 1991. Il voyait bien que le lien était en train de se dissoudre entre toutes les composantes de ce qu'était auparavant la Fédération des républiques socialistes soviétiques, et il voulait substituer à un lien de dépendance un lien volontaire, communauté des États indépendants. Il voulait que les États qui auparavant étaient partie intégrante, à leur corps défendant d'ailleurs, de cet ensemble fédératif de l'Union soviétique, il voulait que ces États, bien qu'étant indépendants, acceptent de s'unir dans une communauté de destin, communauté des États indépendants, CEI. Mais ça n'a pas de sens. Ou bien ils sont indépendants, dont la communauté est une coquille vide, ou bien cette communauté est intégrative, mais alors ils ne sont plus indépendants. Il n'y a pas de possibilité de résoudre une contradiction aussi simple. Mais c'est la même chose pour l'Union européenne. Vous entendez parfois parler, et certains considèrent que c'est l'avenir de l'Europe, ce qui veut dire que leur avenir pour eux c'est une impasse, parler d'une fédération d'États-nations. Ah, belle idée. L'Union européenne aurait vocation à devenir une fédération d'États-nations, mais ça n'a pas de sens. Si les États-nations demeurent, ils sont souverains. Vous le savez bien, c'est un trait particulier, identificateur de l'État depuis qu'il existe. Même si aujourd'hui on se pose la question de son devenir. Si donc ces États-nations adhèrent à une fédération tout en préservant leur souveraineté, c'est l'impasse. Et je répète, voilà exactement où nous en sommes aujourd'hui dans le cadre de cette Union européenne. Donc, cela me conduit à vous dire simplement que le seul mode de réalisation durable, de synthèse diverse entre l'unité et le multiple, entre l'un et le multiple, c'est le fédéralisme. Et c'est ce pourquoi je vais maintenant m'intéresser au fédéralisme en procédant dans un premier temps à une analyse juridique du fédéralisme afin ensuite d'en percevoir les évolutions et les interrogations aujourd'hui à partir de deux exemples, l'exemple américain et le cas belge qui est tout à fait particulier. Et puis conclusion bien sûr sur l'avenir du fédéralisme avant de conclure plus globalement sur l'État. Donc revenons à l'analyse juridique du fédéralisme. Le fédéralisme est un mode d'organisation, rappelez-vous, je ne vais pas revenir sur le tableau qui figurait ainsi les différents modes opératoires d'organisation de l'État, globalement de manière prépondérante. Il y a des exceptions, vous verrez lesquelles dans un instant. Donc globalement, le fédéralisme repose sur trois principes. Principe d'autonomie, principe de participation, principe de superposition. Voilà, c'est la rencontre de ces trois principes qui constituent l'identité propre du fédéralisme. Je reviens bien sûr sur chacun d'entre eux. Le principe d'autonomie. Principe d'autonomie. Attention, attention aux mots. L'autonomie, ce n'est pas la liberté. L'autonomie est toujours relative, alors que la liberté ne souffre pas de limites, elle est absolue. Je vous donne un exemple pour bien vous faire comprendre la différence. Nous sommes en 2008, et en 2008, l'ONU constitue une force militaire et diplomatique qui va s'appeler la MINUC, la mission d'intervention dans le cadre du Kosovo, en lui donnant une mission très claire que la résolution 1224 de l'ONU, ou 1244 pardon, de l'ONU a explicité. Quelle est la mission de la MINUC, M-I-N-U-K? C'est de contribuer à ce que le Kosovo, je cite, puisse bénéficier d'une autonomie substantielle dans le cadre de la fédération yougoslave. On donne à la MINUC, je le répète, la mission de veiller à ce que le Kosovo puisse bénéficier d'une autonomie substantielle dans le cadre de la fédération yougoslave. Qu'est-ce qui va en découler? Eh bien, il va en découler le 17 février 2008
une affirmation d'indépendance du Kosovo. Le Kosovo a fait le choix de devenir indépendant, de proclamer son identité en tant qu'État. Dès lors, il a refusé cette autonomie, même substantielle, à l'intérieur d'une fédération qui était contrôlée par la Serbie, en quelque sorte. Voilà la différence. Une autonomie substantielle, c'est une participation à l'intérieur d'un ensemble, alors que la liberté proclamée, l'indépendance revendiquée, c'est évidemment un départ qui est sans retour. Quand on parle du principe d'autonomie dans le cadre des États fédéraux, il faut bien donc comprendre que nous sommes dans une vision qui est une vision d'autodétermination relative. Alors, ce principe d'autonomie s'exprime sur deux plans dans un État fédéral. D'abord, il s'exprime par le droit, la liberté, dont disposent les composantes, appelons-les les États fédérés, pour organiser leurs propres institutions. Chaque État fédéré, partie prenante de cet ensemble composé, va pouvoir choisir ses gouvernants sur son propre territoire. Chacun des 50 États américains a un Parlement et un gouverneur, un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif. C'est la même chose pour les 10 provinces canadiennes. C'est la même chose pour les 16 Länder allemands. Donc, une liberté de choix. Alors, attention, cette liberté peut être une liberté encadrée. Aux États-Unis, par exemple, la Constitution américaine précise que les États-Unis veillent à ce que les États fédérés respectent le principe républicain dans leur organisation. Ça veut dire que chacun des États choisit le mode électoral qu'il veut pour désigner ses gouvernants, mais en respectant le principe républicain. Donc c'est une limite de principe, c'est un cadre, néanmoins, dans lequel chacun a sa liberté d'action. Deuxième dimension de ce principe d'autonomie, c'est une autonomie non plus institutionnelle, mais fonctionnelle. C'est-à-dire que ces États fédérés vont recevoir des compétences qui seront des compétences spécifiques. Ils vont recevoir des attributions, des territoires de compétences dans lesquels ils pourront agir sous leur responsabilité. Globalement, on distingue 3 types de compétences. Les compétences exclusives. Cela veut dire que, par exemple, dans un État fédéral, le pouvoir central détient des compétences exclusives en matière d'ordre public, en matière de souveraineté par rapport à la vision internationale, en matière de relations, affaires étrangères, défense, etc. En contrepartie, les États fédérés disposent d'une compétence exclusive en ce qui concerne leur aménagement territorial, disons au sens large, leur développement économique et social. Deuxième type de compétences, des compétences concurrentes, c'est-à-dire des compétences qui se trouvent être assumées simultanément par le pouvoir central et les parties prenantes que sont les États fédérés. Alors évidemment, lorsqu'on parle de compétences concurrentes, vous imaginez bien qu'il y a des confrontations pour savoir où s'arrêtent les frontières entre la compétence de l'État central et la compétence des autorités fédérées. C'est justement le rôle des juridictions constitutionnelles, aux États-Unis de la Cour suprême, en Allemagne du tribunal constitutionnel, de fixer de manière assez régulière, lorsqu'il en a l'occasion, lorsqu'il est saisi d'un tel problème de répartition des compétences dans le cadre de frontières à élaborer et à identifier, ce sont donc des missions qui sont confiées à ces organismes de régulation dont je parlerai ultérieurement, que sont
les cours suprêmes ou autres juridictions constitutionnelles. Et puis il y a en troisième lieu les compétences complémentaires. Compétences exclusives, compétences concurrentes, compétences complémentaires. Ça veut dire que dans ce cas, les États fédérés, en réalité, sont les metteurs en scène d'un scénario qui appartient au pouvoir central. Complémentaire, cela veut dire que le pouvoir central fixe un cadre d'intervention, et que chacun des États fédérés met à l'intérieur ce qu'il pense devoir mettre, avec une relative autonomie, là encore, de décision. Trois types de compétences. J'ajouterai un dernier point d'analyse juridique important pour ce principe d'autonomie et cette dimension fonctionnelle. Il y a en droit une distinction que vous retrouverez assez souvent, qui est la distinction entre ce qu'on appelle compétence de droit commun et compétence d'attribution. Je voudrais l'expliciter et l'appliquer à cette réflexion sur le fédéralisme. L'expliciter d'abord pour que vous compreniez bien que lorsqu'on parle d'une compétence de droit commun, ça veut dire que l'autorité qui est bénéficiaire de cette compétence en est bénéficiaire par principe. Il n'est pas besoin d'énumérer quelles seront ses attributions à l'intérieur de ses compétences. Par principe, c'est elle qui intervient. Alors que les compétences que l'on appelle d'attribution sont des compétences énumérées, restrictives, c'est-à-dire exceptionnelles par rapport au principe général. Ce qui veut dire, pour revenir maintenant à la logique fédérale, que si les États fédérés disposent de compétences de droit commun, sans qu'on énumère précisément quelles sont leurs attributions, ça veut dire que l'on a choisi de valoriser la diversité. Si, à l'inverse, c'est le pouvoir central qui se trouve être le bénéficiaire de cette compétence générale de principe, ça veut dire que l'on a favorisé l'unité. C'est une grille d'interprétation tout à fait intéressante et qui me conduit à constater, par exemple, qu'aux États-Unis, depuis que le 10e amendement adopté le 15 décembre 1791 est venu compléter la Constitution américaine, aux États-Unis, on a choisi la diversité, puisque ce 10e amendement précise que les pouvoirs qui ne sont pas expressément attribués à l'État central ou refusés aux États fédérés leur appartient. Le principe, c'est donc qu'ils peuvent intervenir dans une mesure élargie. Ils ont une compétence de principe d'intervention, une compétence générale d'intervention. Ce qui est vrai pour les États-Unis l'est aussi pour l'Allemagne, où l'on observe de la même façon que les Länder sont bénéficiaires de compétences générales plus affirmées que ne l'est le pouvoir fédéral. Alors que c'est l'inverse au Canada. Au Canada, c'est le pouvoir fédéral qui est valorisé par une compétence générale au regard des provinces qui constituent ce fédéralisme original. Donc, voilà quels sont, en quelques mots, les principes d'organisation au nom de l'autonomie. Principe d'autonomie. Deuxième principe, principe de participation. C'est cela, je dirais, la caractéristique non transposable du fédéralisme par rapport à l'État unitaire, c'est cela. C'est l'addition des trois principes que je suis en train de décrire devant vous. C'est-à-dire, après le principe d'autonomie, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les trois. C'est le principe de participation. Participation, ça veut dire, concrètement, ça veut dire que chaque entité fédérée intervient dans la désignation et dans la composition des instances fédérales. Exemple. 3 exemples. Exemple américain. Le Sénat est une chambre du Congrès. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a 2 chambres qui composent le Congrès, le Parlement, la Chambre des représentants, disons l'équivalent de notre Assemblée nationale, et la seconde chambre qu'on appelle le Sénat. Aux États-Unis, dès l'origine,
C'est-à-dire, dès que les États-Unis sont devenus un État fédéral, après tentative avortée de confédération, aux États-Unis, donc, chacun des 50 États dispose de 2 sièges au Sénat. Il y a 100 sénateurs, 2 par État. 2 par État, principe d'égalité. Ce principe d'égalité est un principe initial et fondateur, car lorsque l'on a, et Hamilton y tenait, lorsque l'on a créé le fédéralisme américain, on souhaitait bien faire comprendre aux États qui n'étaient pas encore 50, qui allaient le devenir plus tard, on souhaitait faire comprendre très clairement que chacun méritait un respect égal à l'autre, quelle que soit l'importance démographique de l'État concerné, quel que soit son poids économique. Ce n'était pas la question. Chacun avait une valeur juridique identique à l'autre. Principe d'égalité. 2 sénateurs par État. En Allemagne, deuxième exemple, il y a aussi au sein du Parlement allemand 2 chambres. Le Bundestag, qui est composé des députés, comme l'Assemblée nationale française, et une seconde chambre qui est le Bundesrat, B-U-N-D-E-S-R-A-T, Bundesrat, qui est composé de représentants des Länder. Cette composition du Bundesrat me conduit quand même à noter 2 particularismes. Premièrement, le nombre de représentants au Bundesrat varie avec la démographie. Chaque Land, chaque État fédéré, dispose de 3 voix, c'est le principe de base. Mais, quand un Land a plus de 2 millions d'habitants, il aura un 4e siège. Quand un Land a plus de 6 millions d'habitants, il aura un 5e siège. Quand un Land aura plus de 7 millions d'habitants, il aura un siège supplémentaire. Donc vous voyez qu'il y a principe de base, 3, auxquels on ajoute, en fonction de l'importance de la population, un siège par tranche, comme je viens de le rappeler. La deuxième particularité du Bundesrat, et c'est très original, c'est que ceux qui siègent au Bundesrat représentent les gouvernements des Länder. Autrement dit, ils ne sont pas élus par les citoyens. Ils sont désignés par ceux qui dirigent chaque land. Donc, ils ont évidemment un mandat impératif. Rappelez-vous, qui distingue très clairement le lien de subordination par rapport au mandat représentatif. Troisième exemple, l'exemple russe. La fédération russe comprend aussi un parlement avec 2 chambres. La Douma, qui est l'Assemblée nationale, disons, et le Conseil de la Fédération. Le Conseil de la Fédération qui comprend 89 États fédérés à raison de 2 représentants par État fédéré, donc 178 membres dans le cadre de ce Conseil de la Fédération. Alors, 2 points quand même à propos de la Russie que je voudrais rappeler. Le premier point, c'est que c'est original. Les 2 représentants de chaque personne juridique de la Fédération sont l'un choisi par l'Assemblée de cette entité fédérée et l'autre par le pouvoir exécutif. Autrement dit, dans le cadre des oblasts ou autres républiques membres de la Fédération de Russie, je vous disais, il y a 89 sujets de droit considérés comme États fédérés, mais c'est original parce que Moscou en tant que tel est un sujet de droit, donc lui-même fait partie de ces 89 comme État fédéré. Donc il y a 2 représentants, l'un qui est choisi par l'Assemblée de chaque État fédéré et l'autre par le pouvoir exécutif. Deuxième particularité, et c'est une loi du 14 février 2009 que je suis en train d'évoquer, qui sera appliquée à partir de 2011 simplement, et qui est une volonté de reprise en main qui a été décidée par Vladimir Poutine à l'époque où il était président de la Fédération de Russie. Désormais, les 2 représentants de chaque État fédéré devront être impliqués dans les autorités qui gèrent l'État fédéré. Autrement dit, cumul des mandats obligatoires,
Pour devenir membre du Conseil de la Fédération, il faut déjà être membre de l'Assemblée de l'État fédéré ou membre de l'exécutif de l'État fédéré. Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il voulu et imposé cet enracinement? Oh, c'est une vieille histoire, mais c'est parce qu'il ne veut pas que les gouverneurs de ces provinces, de ces régions, de ces oblasts, de ces républiques autonomes ne deviennent des contre-pouvoirs. Il a connu une époque où le général Liebed, qui était le gouverneur de la Sibérie, était devenu un homme politique de renom et un adversaire redoutable pour le pouvoir moscovite. Plus jamais cela. Désormais, le fait que chacun soit inséré, ancré, enraciné dans son territoire lui donnera évidemment une responsabilité locale qui le détournera d'ambitions plus nationales. Donc voilà des exemples qui témoignent de ce principe de participation. Mais allons plus loin. Ce principe de participation peut aussi conduire les États fédérés, directement ou indirectement, à participer à l'élection des instances de l'exécutif de l'État fédéral. Aux États-Unis, vous le savez, même si on va y revenir plus tard, vous savez que le président des États-Unis n'est pas élu au suffrage universel direct. Il n'est pas élu au suffrage universel direct. Il est élu par des grands électeurs, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est élu par des représentants qui détiennent un mandat, qui ont été choisis par les électeurs américains, évidemment, mais dont le nombre, par État, tient compte de l'identité fédérale. C'est-à-dire que cette élection indirecte par les mandats de grands électeurs est la consécration de cette assise fédérale dans la représentativité du président américain. Alors, souvent, on constate que c'est compliqué, que c'était tout à fait soupçonnable à certains points de vue dans le cadre de certains États. On l'a vu en 2000 avec la Floride et l'élection contestable de George W. Bush pour son premier mandat. Il n'empêche que c'est un trait du fédéralisme auquel sont attachés, j'en reparlerai, les Américains. Mais en Allemagne, c'est la même chose. Le président allemand, président d'Allemagne, président de la République allemande, est élu pour 5 ans par une assemblée qui comprend les membres du Bundestag, les députés, plus un nombre équivalent de représentants des Länder. Le président Ernst Koller vient d'être, le 23 mai dernier, réélu pour un mandat de 5 ans. Il a totalisé 613 voix sur 1223 votants, qui représentent aussi la dimension fédérale. Donc vous voyez que cette participation est une participation qui est organisée, institutionnalisée, et je dirais même structurelle. Car, et c'est un point très fort dans le cadre de la participation que d'évoquer cette question, quand des États qui existent, qui préexistent, acceptent de s'unir pour créer un État fédéral, ils le font après des négociations, après des discussions, après être parvenus à des compromis. Eh bien, ces discussions, ces compromis, cela devient la Constitution. C'est suffisamment important pour qu'on ne puisse pas la bousculer, qu'on ne puisse pas la modifier n'importe comment. Par exemple, au Canada, le pacte fédéral, appelons-le ainsi, ne peut être modifié que s'il y a 2/3 des provinces qui ont accepté un changement des règles, à condition, en outre, que ces 2/3 représentent au moins 50% de la population. Donc, il y a là une sorte, vous le voyez, de verrou qui permet de respecter la volonté, non pas à l'unanimité, mais selon une majorité lourde, exigeante, pondérée, qualifiée, comme on dit. Principe de participation. Troisième principe, c'est le principe de superposition. Et là, on va toucher à un problème juridique essentiel et difficile.
qui est de constater que la réalité du fédéralisme, c'est, en quelque sorte, la double appartenance, l'indépendance et l'interdépendance. Chaque État fédéré est maître chez lui dans les compétences qui lui sont accordées, mais chaque État fédéré concourt à l'expression d'une vision unitaire à l'égard notamment des compétences régaliennes qui exerce l'État et qui existent pour cela. Certains considèrent qu'il y a donc superposition de deux ordres juridiques. L'ordre juridique interne, qui est diversifié et composite, et qui est variable d'un État fédéré à l'autre, et l'ordre juridique national, peut-on dire, étatique, disons-le, au plan international. Deux ordres juridiques. Est-ce que cela veut dire d'une souveraineté qui se dédouble? Vrai problème. Un vrai problème qui a provoqué beaucoup de conflits d'interprétation que je vais maintenant vous présenter en quelques mots et qui consiste à vous démontrer par l'absurde que 1 plus 1 n'égale pas 2, 1 plus 1 égale 1 ou 3. C'est là le mystère du fédéralisme. Je m'explique. Premier exemple, la théorie de la nullification de Calhoun. La théorie de la nullification de Calhoun, John Calhoun. C'est A-L-H-O-U-N, John Calhoun. Théorie de la nullification de Calhoun. Calhoun, qui est-il? Calhoun, c'est un homme politique qui a participé à la conquête de l'indépendance américaine. Il a été de ceux qui ont combattu les Anglais pour obtenir cette indépendance proclamée le 4 juillet 1776. Calhoun, c'est un chef politique de la Virginie du Sud, d'un État du Sud, et je dis volontairement d'un État du Sud parce que ces États du Sud se caractérisent par deux traits. Ils sont à la fois ruraux et esclavagistes. Donc, John Calhoun participe à cette guerre, concourt à cette indépendance, puis, au moment où les États-Unis commencent à exister, il va devenir le premier vice-président de la Fédération américaine. Le nouvel État vient d'apparaître. Il a évidemment dû assumer des frais énormes pour mobiliser une armée efficace afin de battre les Anglais. Donc, il faut voter des impôts. Il faut qu'il y ait des règles qui soient établies entre les États, les 13 colonies, ex-colonies, en matière de commerce, en matière de développement. Donc, dans un premier temps, vont être votées des taxes qui visent d'ailleurs, pour une large part, à favoriser le commerce dont les États du Nord, les États qui, eux, ne sont pas ruraux et esclavagistes, mais plutôt commerciaux et industrialisés, ou en voie de l'être, ont besoin pour exporter leurs produits manufacturés. Dans un premier temps, Calhoun accepte, dans un second temps, nous sommes en 1828, il s'oppose à ce que de nouvelles taxes puissent être votées en disant qu'il est inadmissible que l'on accepte ce supplément de taxes qui a pour objet de favoriser le Nord au détriment du Sud. Et il s'appuie sur ce refus en disant, en tout état de cause, nous sommes tous, les 13 colonies, nous sommes tous indépendants, nous sommes tous souverains. Nous avons le droit imprescriptible de dire non, de considérer comme nulles des dispositions que nous n'acceptons pas, d'où la thèse de la nullification. Ça veut dire que j'ai le droit, étant par nature souverain, de considérer qu'une disposition que l'on veut m'imposer n'ayant pas mon accord n'a aucune valeur. Elle est nulle. Je m'y oppose. C'est la forme naturelle d'une souveraineté qui s'affirme. Donc, il va s'opposer de manière très
vive à ces taxes, et il va rappeler que chaque État membre de cette confédération devenue État fédéral a le droit de s'opposer et donc de bloquer le système. Droit de veto. Bien sûr, le président Andrew Jackson va considérer qu'il s'agit là d'un risque d'éclatement de la fédération, que c'est dangereux et inacceptable, mais John Calhoun sera ferme en disant c'est le prix de la liberté. La liberté n'est pas négociable, elle est ou elle n'est pas. Sur cette base va se greffer une théorie produite de la nullification qu'on appelle la théorie du fédéralisme dual, et qu'un universitaire américain qui s'appelle Edward Corwin, C-O-R-W-I-N, a résumé à 4 affirmations. 4 affirmations. Première affirmation, la Constitution américaine, dans le cadre de sa section première consacrée à la description des compétences du Congrès, la Constitution américaine donne aux autorités centrales des pouvoirs limités. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, compétences de droit commun, les États fédérés, compétences d'attribution, l'État fédéral. Donc, le principe qui doit prévaloir, c'est l'hypertrophie, le développement, l'expansion du pouvoir préservé au profit des États fédérés. Deuxièmement, le Congrès, alinéa 18 de cette section première que je suis en train d'évoquer, le Congrès a pour mission de mettre en œuvre, dans des lois acceptables et justifiées, les pouvoirs en question. Donc, le Congrès n'a lui aussi qu'un rôle limitatif. Il n'a pas à étendre et à développer la présence de l'État fédéral, il a au contraire à respecter le principe initial qui est de donner le plus de pouvoir possible aux États fédérés, principe de subsidiarité pourrait-on dire, en ne réservant que des pouvoirs plus limitatifs au pouvoir central, c'est-à-dire à l'État central, à l'État fédéral. Troisièmement, chacun dans sa sphère de compétences, les États fédérés et l'État fédéral sont souverains. La souveraineté est duale, d'où le fédéralisme dual. Il y a 2 souverainetés. Il y a la souveraineté qui est dans son ampleur naturelle, c'est-à-dire absolue, au profit des États fédérés pour leurs compétences propres, et puis la souveraineté au profit de l'État fédéral pour ses compétences exclusives. Quatrièmement, naturellement, il y a des confrontations, car ce fédéralisme dual se transforme toujours en duel, parce qu'il y a toujours des intérêts qui sont des intérêts contradictoires. Eh bien, c'est cela. La vie de ce fédéralisme américain, c'est d'accepter ces contradictions, d'accepter ces affrontements, d'accepter ces oppositions. 4 principes. Le premier, le maximum de pouvoir aux États fédérés, ça veut dire en conséquence des pouvoirs vus de façon restrictive pour l'État fédéral. Le second, le Congrès, c'est le metteur en scène de ce type de principe, il n'a pas à inventer d'autres pouvoirs. Troisièmement, 2 souverainetés. Quatrièmement, conflit, c'est la vie. Par rapport à cela, au fond, la thèse de nullification de Calhoun est assez simple. Elle consiste à dire que chaque État peut s'engager avec un autre parce qu'il est souverain. On appelle ça un traité. Un traité, c'est la capacité que j'ai en tant qu'État, en raison de la souveraineté qui est la mienne, de m'engager avec un autre. Seulement si, dans un traité, j'abandonne ma souveraineté, je me suicide en tant qu'État. Donc je ne peux plus m'engager dans un traité. En conséquence, je n'existe plus. C'est clair. Il y a une opposition dans les logiques entre traité, constitution, ou bien entre contrat et loi. Quand on parle de traité, quand on parle de contrat, on parle d'échange de consentement, on parle de volonté qui s'associe,
Quand on parle de constitution, quand on parle de loi, on parle de normes qui s'imposent, deux logiques différentes. Donc pour Calhoun, les choses sont simples. Ou bien des États qui préexistent veulent conserver leur souveraineté, demeurer vivants. Dans ces cas-là, ils ne peuvent créer que des confédérations. Ou bien alors, ils acceptent, et c'est leur droit, de se supprimer, de se suicider, et alors ils créent un État unitaire. Il n'y a pas de place pour le fédéralisme. Le fédéralisme est inconséquent et incohérent. Il n'est pas logique. Et là se trouve en effet un problème de fond qui est soulevé dans le cadre de l'analyse juridique du fédéralisme. Par rapport à cela, réplique des fédéralistes, réplique d'Hamilton, ce que je voudrais évoquer, deuxième thèse, la thèse fédéraliste, donc, telle que Alexander Hamilton a tenté de la développer. Alexander Hamilton est, lui, représentant des États du Nord, de ces colonies, ex-colonies américaines, anglaises, pardon, qui deviendront les États-Unis, et c'est un farouche défenseur du fédéralisme. Et il va employer trois arguments. Premier argument, les États-Unis viennent de naître. Et il rappelle que si les États-Unis sont nés, c'est justement grâce à l'association de volontés conjointes en provenance des 13 colonies. C'est l'union qui a fait la force. Et dans le cadre de cette guerre d'indépendance, chacun a montré son attachement aux valeurs communes, à une langue commune, à une religion commune, à une identité culturelle. Donc, la naissance même des États-Unis est une preuve, en quelque sorte, par la vie, de cette communauté de destin. Deuxième argument, ce qui compte désormais, c'est de vivre et de se développer. Or, si l'on en reste à des égoïsmes interétatiques, le risque est grand que l'affrontement dégénère en guerre civile. Il ne croyait pas si bien dire, puisqu'il y aura précisément, quelques décennies plus tard, une guerre civile. Troisièmement, donc ce besoin de sécurité implique que l'union soit maintenue. Troisièmement, désormais, il faut s'affirmer par rapport aux autres, s'affirmer par rapport notamment à l'Europe, qui à l'époque était le continent central au plan de référence économique et commerciale. Or, seul chacun d'entre nous ne peut rien faire, c'est en collaborant que nous y parviendrons. Donc, il mise sur l'histoire récente, qui a démontré une communauté de destin, il mise sur la nécessité de maintenir un lien pour respecter une sécurité commune, et il mise sur ce souci d'être efficace par rapport notamment à la concurrence européenne. Il ajoutera, pour faire bonne mesure, que s'il n'y a qu'une seule administration au lieu de 13, ce sera moins coûteux pour les contribuables, et pourquoi pas, ne serait-ce pas un argument qui puisse être valide. Cette démonstration d'Alexander Hamilton, elle vaut par ce qu'elle contient et par ce qu'elle ne contient pas. Elle vaut par ce qu'elle contient, parce qu'il rappelle qu'il ne peut pas y avoir d'union sans volonté commune. Elle vaut parce qu'il essaie de démontrer à Calhoun et aux autres que leurs intérêts bien compris devraient miser en faveur du fédéralisme. Bien sûr, il reconnaît que le fédéralisme va prendre des pouvoirs aux États fédérés. Mais c'est la logique même. C'est la logique même, il faut en accepter les conséquences. En revanche, cette défense, ce plaidoyer fédéraliste d'Hamilton vaut aussi par ce qu'il ne contient pas. Il n'est pas question, dans son plaidoyer, d'explication de la souveraineté pour savoir si celle-ci demeure ou non attribuée aux États fédérés ou si elle s'est évaporée ou diversifiée ou transférée à l'État fédéral. En réalité, derrière ces non-dits qui apparaissent, se cache une opposition très vive entre les États du Nord,
qui ont tout intérêt à s'associer pour devenir économiquement et stratégiquement importants, donc qui sont favorables à un libre-échange, à une ouverture, et puis par ailleurs les États du Sud, qui ont peur de tout ce qui pourrait conduire à modifier leur propre statut pour protéger leur agriculture et pour sauvegarder l'esclavage. D'ailleurs, les anti-fédéraux, les confédéraux, comme on les a appelés, puisqu'ils vont créer la Confédération des États-Unis, percevant que leur analyse juridique, quand bien même elle aurait une validité, n'a pas de réalité tangible, changeront de nature en termes d'argumentation, puisqu'ils affronteront les fédéralistes nordistes. Ce sera la guerre de sécession entre 1861 et 1865, ce qui démontre bien que derrière tout cela, il y a des intérêts qui étaient largement visibles et que les arguments juridiques étaient surtout des arguties politiques. Pour en terminer, et je voudrais en terminer avant la pause pour que la démonstration soit complète, au regard de ce questionnement, je voudrais citer le renouvellement théorique auquel a contribué Olivier Beau, B-E-A-U-D, qui est professeur de droit constitutionnel à Paris 1 et qui a publié en 2007, avec une édition revue en 2009, une théorie de la fédération où il essaie de renouveler le questionnement. Alors, il part d'un principe très clair. Autonomie, souveraineté, ce sont deux logiques qui s'excluent mutuellement. Ce n'est pas la peine de continuer à se battre sur le point de savoir si, par exemple, la souveraineté serait un concept indivisible, mais son mode d'exercice pourrait être transféré à des autorités différentes. Ce n'est pas la peine de passer son temps, comme Alexis de Tocqueville, à essayer de démontrer qu'il y a deux souverainetés, l'une qui est celle des États fédérés et celle de l'État fédéral. Il faut exclure la souveraineté du débat. Il faut éliminer la souveraineté comme préoccupation. Exit la souveraineté. Ne parlons plus de la souveraineté. Et, en fonction de cette méthode qui est évidemment radicale et opportune, Olivier Beau, on arrive à reprendre la thèse de Hans Kelsen en disant, au bout du compte, la création d'un État fédéral, c'est la création d'une fusée à 3 étages. Le premier étage, ce sont les États fédérés. Ils étaient États, ils vont se fédérer. Le second étage, c'est le pouvoir central, qui va être le résultat de cette fédération. Mais l'aboutissement, troisième étage, c'est la fédération à laquelle il souhaite que l'on affecte un F majuscule pour la distinguer de ses composantes, la fédération, une communauté totale qui n'est pas celle des États fédérés, qui n'est pas celle du pouvoir central, qui est au-delà, qui est un produit dialectique de cette union des États fédérés donnant vie à un pouvoir central. C'est la thèse d'Hans Kelsen, qui identifie donc, vous voyez, ces 3 compartiments, les États fédérés, le pouvoir central et la fédération. D'ailleurs, lorsque la Cour suprême américaine doit essayer d'élaborer une réflexion pour fixer les règles du jeu entre les États fédérés et l'État fédéral, elle est bien un produit de la fédération, puisqu'elle essaie de trouver un équilibre entre ces deux logiques. Donc, partant de là, on en arrive à un système, je répète, qui s'autorégule par le droit, avec ces 3 identités fortes. Voilà une théorie qui est intéressante, puisqu'elle permet de simplifier et de démontrer, comme je le disais, que 1 plus 1 égale 3, en l'occurrence. Mais ce renouvellement théorique pose, à mon sens, 2 problèmes non résolus. Le premier problème, c'est un problème de méthode. Il est vrai que la souveraineté est un concept délicat dans le fédéralisme.
Il est vrai que juridiquement, on ne peut pas expliquer que des États souverains puissent abandonner leur souveraineté. Il y a un mystère juridique là, il y a une novation juridique qui se produit et inexplicable. Comment se fait-il qu'un contrat devient une loi? Comment se fait-il qu'un traité devienne une constitution? On ne peut pas. Donc, on écarte. Ok, c'est bien. Se séparer de la souveraineté, c'est, je le répète, méthodologiquement intéressant, mais ce n'est pas parce qu'on l'a enlevé du champ de vision qu'elle n'existe pas. Je veux dire que c'est un mode opératoire qui permet de sortir le problème, ce qui, évidemment, ne donne pas l'obligation de le résoudre. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne formule. Et surtout, ce n'est pas l'essentiel, et surtout, imaginons que le fédéralisme serait donc cet assemblage sophistiqué, à 3 compartiments, qui s'autorégule, une sorte, comme il l'écrit, de policy réglée par le droit, de laquelle on aurait éliminé cette logique de souveraineté. N'est-on pas en train de mettre en place une sorte de machinerie qui ne repose sur rien, sauf sur sa propre volonté, autrement dit, de construire une sorte d'institution hors sol qui n'a aucune densité et qui n'a aucune légitimité? Car, au bout du compte, après tout, c'est ce que l'on reproche à l'Union européenne. L'Union européenne, à défaut d'avoir pu développer une volonté populaire et politique commune, s'est réfugiée dans des infrastructures, des technostructures, des superstructures qui sont très sophistiquées, qui sont très élaborées, une mécanique de précision et de haute voltige, mais pour autant, le problème demeure de la légitimité de cette construction. Autrement dit, l'intérêt d'Olivier Beau, c'est de poser le problème en termes juridiques. L'inconvénient de sa théorie, c'est d'éliminer le politique. Or, toute construction qui implique des sociétés est à la fois juridique et politique. Ce n'est pas simplement un ensemble de mécaniques autorégulées. Il s'agit aussi de systèmes qui reposent sur une volonté, qui reposent sur une légitimité, qui reposent donc sur une dimension politique. En conclusion, à propos de ces réflexions, je voudrais retenir simplement 2 idées. La première idée, c'est que, vous le voyez, le fédéralisme est le seul mode opératoire durable qui préserve l'unité et la diversité. À partir de cette dernière, généralement. Je vous rappelle, sur le blason américain, cette formule que j'ai déjà citée, e pluribus unum. Un à partir du multiple. Ça, c'est une réalité. Deuxièmement, cette réalité sociologico-politique est fondée sur un édifice juridique fragile, puisque reposant sur une forme de transmutation, appelons ça comme cela, de transposition, à partir du moment, par exemple, si 7 États sont concernés, à partir du moment où 7 États décident de signer un traité commun donnant vie à une fédération, ce traité devient une constitution qui s'impose à eux. Voilà le mystère du fédéralisme qui demeure un mystère juridique intéressant à approfondir, c'est pourquoi j'ai voulu y consacrer quelques minutes. Au regard de cette analyse juridique, entrons maintenant un peu plus dans les modalités, c'est ce que je voudrais évoquer avec le deuxième point, le fédéralisme en question. On le fait après la pause, et je conclurai aussi le chapitre sur l'État après la pause. Merci de votre attention. Le fédéralisme en question, c'est donc la confrontation de cet équilibre original et fragile entre l'unité et la diversité que l'on voit dans la composition de l'État fédéral. Au fond, plus peut-être pour l'État fédéral que pour l'État unitaire, pour qu'un État fédéral, pour que le fédéralisme puisse exister, il faut 3 conditions. Il faut premièrement qu'il y ait
un sentiment d'appartenance collective. Vous direz sans doute, est-ce vrai pour tous les États? Et c'est vrai que c'est la fondation même de l'État-nation, mais c'est encore plus exigeant pour un État fédéral parce que, par principe, les communautés qui s'associent sont différentes. C'est l'acceptation de l'autre. Et cela n'est pas si évident. C'est d'ailleurs aujourd'hui la raison pour laquelle beaucoup de fédérations sont en train de se dissoudre. Seconde condition, pour qu'il y ait un fédéralisme durable, il faut qu'il y ait un principe d'équité dans les relations entre les États fédérés et entre les États fédérés et le pouvoir fédéral. Le sentiment que chacun soit reconnu à égalité de traitement par rapport aux autres qui sont des co-contractants initiaux. Et puis il faut, troisièmement, un esprit de solidarité. Car si la réalité juridique est uniforme, chacun va dans l'autre, la réalité économique et sociale est différente. Il y a des États qui souffrent de situations économiques difficiles, d'autres qui profitent d'une embellie plus ou moins durable en matière économique. La solidarité est un point fort. Or, ces trois éléments ne sont pas si facilement réunis dans une volonté durable. On va prendre l'exemple des États-Unis. Les États-Unis. Ensuite, je prendrai l'exemple belge, tellement il est cocasse. L'exemple des États-Unis. Les États-Unis, il y a le doyen de l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères de Moscou, qui a récemment, ça fait à peu près un mois, a eu une prémonition qu'il a développée dans le cadre d'un article que Courrier International a repris et qui dit « Les États-Unis, c'est fini. Nous allons vers l'État désuni. » Et il annonce que dans les prochaines années, ce n'est pas à échéance d'un siècle, les États-Unis vont se casser. Ils vont se casser en 6 parties différentes. Il y aura, dans le cadre de ces morceaux, résultant de cette dislocation, il y aura la République américaine du centre, c'est-à-dire une vingtaine d'États qui sont, pour l'essentiel, en bordure canadienne et qui vont rejoindre, dit-il, la Fédération canadienne, Fédération américaine du centre. Il va y avoir, par ailleurs, l'Amérique atlantique, c'est-à-dire celle qui, au fond, identifie les États initiaux, les 13 colonies de départ, et qui va s'associer par des formes variables à l'Union européenne. Et puis il y aura la République texane. La République texane qui sera hispanique et qui sera reliée au Mexique. Et puis il y aura la République californienne. La République californienne, elle sera chinoise, vraisemblablement. Et il rappelle d'ailleurs qu'à San Francisco, 52% de la population est d'origine asiatique. Et puis il y aura l'Alaska. L'Alaska va quitter le territoire américain. Juste le retour des choses, un peu qu'il ait été vendu à un prix très faible par les Russes, voici quelques décennies, plus d'un siècle. Et puis Hawaï, qui va devenir une entité japonaise ou chinoise. Autrement dit, il perçoit l'éclatement des États-Unis. Alors cette vision de Igor Padarin, elle peut sembler farfelue et elle l'est. Néanmoins, elle attire l'attention sur 2 éléments très importants. Le premier élément, c'est l'évolution de la communauté américaine. Le melting pot, comme l'on dit, le creuset initial, qui était fait à partir d'une population identifiée comme étant les WASP, White Anglo-Saxon Protestants, WASP, les WASP. Ce sont les Pilgrim Fathers, ceux qui ont construit l'Amérique du départ. Aujourd'hui, ils sont en voie de minorisation.
Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution démographique, les hispaniques, les latinos, comme on les appelle aux États-Unis, qui étaient de l'ordre de 10,5% à peu près au recensement de 1996, seront, projection démographique vérifiable, en 2050, à peu près 25%. 25%. C'est-à-dire 25% de la communauté américaine sera constituée de cette origine ethnico-linguistique et culturelle. Alors que, dans le même temps, les WASP, qui représentent en 1996 un peu plus de 73%, ne seront plus que 52,8%. Tendance lourde, donc, qui modifie les lignes entre communautés. Or, ce n'est pas évidemment sans intérêt et sans importance. Quand vous allez au Texas, quand vous observez que c'est l'espagnol qui est la langue principale parlée dans les villes comme San Antonio ou bien comme Laredo, qu'importe, au Texas, ben, c'est évidemment une culture différente. Ce n'est plus la culture anglo-saxonne, c'est la culture venant du Mexique, la frontière étant assez poreuse et, on le sait, l'immigration étant importante. Quand on perçoit qu'il y a des communautés qui s'affirment et un communautarisme qui se développe, on peut se poser la question, en effet, du devenir de l'unité américaine. C'est le premier intérêt de cette réflexion outrancière d'Igor Padarinas. Le second intérêt, c'est de rappeler que l'équilibre fédéral est toujours un équilibre fragile. Il y a, au fond, deux tendances, deux évolutions qui jouent à contrario, mais qui, en commun, pervertissent le lien fédéral aux États-Unis. D'abord, il y a ce que j'appellerais le passage des États-Unis à l'État uni, c'est-à-dire l'affirmation de l'unité, la prépondérance de la dimension unitaire sur la dimension de diversification initiale. La Cour suprême américaine, depuis Franklin Roosevelt, même si Franklin Roosevelt a dû imposer ses réformes contre des décisions défavorables de la Cour suprême, en ce qui concerne notamment les institutions du New Deal, enfin qu'importe. Depuis les années 30-35 aux États-Unis, il y a une tendance qui se confirme à une centralisation. C'est-à-dire que, par exemple, la Constitution américaine donne au Congrès, le Congrès c'est quand même une instance fédérale, donne au Congrès le pouvoir de réglementer le commerce entre les États, c'est-à-dire entre les États membres, entre les 50 États. Ce qui veut dire que c'est bien d'une réglementation nationale fédérale que dépendent les règles commerciales interétatiques au sein même des États-Unis. Or, ce domaine du commerce, ce domaine des relations en termes d'échange de biens est évidemment significatif. Aux États-Unis, à l'époque, dans les années 50, où il fallait imposer aux États du Sud l'abolition de l'esclavage, car ils ne l'avaient pas encore très bien compris, en maintenant une ségrégation, notamment au niveau scolaire. Quand les troupes fédérales ont dû être appelées en renfort pour imposer l'inscription de James Meredith à l'université parce qu'il était noir, quand l'autorité de Washington a dû user de la force pour imposer les règles de déségrégation, il y a bien là encore, vous le voyez bien, une emprise du pouvoir fédéral. Quand aujourd'hui, après ces attentats du 11 septembre 2001, le Congrès américain vote des lois comme Patriot Act 1 et 2, il y a deux lois qui ont été votées. Cela renforce le pouvoir d'investigation, de contrôle et donc de présence de l'État fédéral au détriment des États fédérés. Donc il y a cette tendance qui est une tendance qui est sur un long terme perceptible. Même si, en 1997, il y a une décision de la Cour suprême qui est intéressante, qui est une décision Prince contre USA, Prince PRINTZ, contre États-Unis d'Amérique,
dans laquelle la Cour suprême dit que lorsque l'État fédéral négocie avec les États fédérés, il doit tenir compte de leur identité et de leur souveraineté. Il ne peut pas les considérer comme de simples préfectures ou comme des entreprises. Donc il y a toujours cette reconnaissance implicite de la diversité composite et initiale, originelle. Quand le Chief Justice, le président de la Cour suprême, John Rehnquist, qui est Rehnquist, R-E-N-Q-H-I-S-T, R-U-N-H-Q-U-I-S-T, pardon, John Rehnquist, dit à propos d'une affaire qui mettait en cause l'Arkansas et le gouvernement américain, il dit, en réalité, aux États-Unis, il n'y a pas un peuple, il y a des peuples. L'identité du peuple, c'est celle de chacun des États. C'est là le fondement de la démocratie. Alors que le peuple undifferentiated, c'est-à-dire non différencié au niveau national, est un peuple qui n'a pas la même identité. Il rappelle l'existence, l'importance et la primauté de ses composantes. Mais il n'en reste pas... Bon, ça suffit là-haut, là. Et il n'en reste pas moins que, indépendamment de cette reconnaissance qui demeure, il y a cette affirmation de la primauté de l'un par rapport au multiple. C'est ce que j'appelle la tendance, le passage des États-Unis à l'État uni. Mais il y a une tendance qui est une tendance contradictoire, qui est la montée des communautarismes, c'est-à-dire l'affirmation reconnue et acceptée de modes de vie qui ne sont plus tout à fait transposables. La Californie, c'est vrai, est un État qui est davantage asiatique dans son mode de vie que ne peut l'être, par exemple, la Nouvelle-Angleterre, qui, elle, est restée typiquement anglo-saxonne dans son mode de vivre. Alors, jusqu'à quand ces communautarismes coexistants accepteront-ils de se fondre dans un fondu enchaîné qui devient le fédéralisme, ou au contraire de se dissoudre dans un patchwork dont les pièces seraient suffisamment dissemblables pour s'isoler? Ce serait le passage alors des États-Unis à l'État désunis. Rien n'est joué, c'est précisément la confrontation d'un équilibre délicat avec la réalité. Pour ce qui est de la Belgique, je voudrais quand même redire quelques points à propos des États-Unis, excusez-moi, de rappeler quand même qu'aux États-Unis, il y a, je dirais, un verrou de sécurité pour l'instant qui permet de ne pas percevoir la dissolution du fédéralisme dans une autre forme à court terme, c'est la Constitution. Car quand bien même la Cour suprême joue un rôle favorable au pouvoir fédéral au détriment des États fédérés, quand bien même la réalité sociologique fait apparaître des communautés assez disparates, il reste que la Constitution est le cadre de référence. Or, la Constitution américaine, elle ne peut pas être modifiée très facilement. Pour être modifiée, il faut, au départ, qu'il y ait l'accord de 2/3 des États. 2/3 des États. Ça veut dire 34 États. Il faut qu'à l'arrivée, l'amendement qui a été adopté soit ratifié par 3/4 des États. Donc 38 États. Ça veut dire qu'il y a une exigence qui fait que la garantie de la pérennité du cadre juridique est encore le verrou de sécurité qui empêche toute dérive. Mais pour combien de temps? Le droit n'est jamais qu'une surproduction par rapport à ce que peut être une volonté préalable et commune. Pour ce qui est de la Belgique, je voudrais vous en parler en quelques mots de l'histoire belge en question, car le fédéralisme belge, il est comme le pays, complexe, original et surréaliste. Et je vais m'expliquer. Je dis que la Belgique est complexe. Oui, elle est complexe par son histoire d'abord. Elle est complexe par ses institutions aussi. Par son histoire. La Belgique est un État improbable. Elle est née par hasard ou par erreur. En 1815, le Congrès de Vienne, 1815, c'est la fin de l'aventure napoléonienne. Les Anglais sont très contents d'avoir gagné, et ce qu'ils veulent surtout, c'est que ça ne se reproduise plus. Donc ce qu'ils veulent, c'est un État tampon qui puisse être une garantie de leur sauvegarde. Alors on va réunir les Pays-Bas du Sud et Pays-Bas du Nord
pour faire un ensemble assez hétérogène, sans demander l'avis aux populations. Ça va durer 15 ans. En 1830, en France, c'est la Révolution de Juillet. En Belgique, c'est la révolte des francophones, puisque les Néerlandais qui ont formé cet État composé ont imposé évidemment une culture qui n'est pas la leur. Donc, à partir de 1830, la dissolution va se faire. La Belgique est née sur un air d'opéra, car c'est au cours d'une représentation au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, d'un opéra d'Aubert, que les spectateurs entonneront en sortant du spectacle l'un des duos les plus fameux de cet opéra, dans lequel il est dit « Amour, amour sacré de la patrie, je dois la vie à ma patrie, elle me devra sa liberté. » Et à partir de là, vont chercher à conquérir et obtenir leur liberté. Née la Belgique, je disais par hasard, par inadvertance, elle naît de cette scission. D'ailleurs, vous voyez déjà, c'est original, car c'est une scission, ce n'est pas une volonté de construction. La Belgique est née, il lui faut un roi. Alors, on va chercher un roi. L'un des fils de Louis-Philippe est pressenti, il refuse. On va choisir donc un roi qui sera Léopold Ier en 1831 et qui va présider à cet État incertain qu'est la Belgique. La Belgique est donc un État né en 1830, formalisé en 1831 par scission avec les Néerlandais. La Belgique est complexe par ses institutions. Elle était État unitaire, elle est devenue État régional pour enfin choisir, en 1993, devenir un État fédéral. Alors cet État fédéral, il repose sur complexité, je le répète, 3 communautés, 3 régions et 4 entités linguistiques. C'est pas simple. 3 communautés. Il y a en effet la communauté flamande. La communauté flamande qui représente le nord, si vous voulez, du territoire belge. Il y a la communauté wallonne qui représente le sud de culture et de langue française. Puis il y a la communauté germanophone, en bas à droite. Une communauté de 70 000 à peu près, 100 000 maximum, personnes de culture et de langue allemande. 3 communautés qui ont des compétences en matière culturelle et linguistique. Très important. Deuxième clivage, 3 régions. Alors, la région flamande. La région flamande, elle se confond avec la communauté flamande, si bien que la communauté flamande va s'approprier la région, unité de vue. La région wallonne, c'est le sud. Et puis la région Bruxelles-Capitale. Donc 3 communautés, 3 régions qui ont des compétences en matière économique, en matière d'enseignement, en matière d'équipement, mais ça ne se regroupe pas complètement. Et 4 unités linguistiques. Il y a bien sûr l'unité néerlandaise, où l'on parle flamand, c'est-à-dire la communauté flamande. Il y a l'unité linguistique francophone, c'est celle des Wallons. Il y a l'unité linguistique germanophone, c'est celle de la communauté germanophone. Et puis il y a le bilinguisme de Bruxelles, qu'on a reconnu comme tel. Bruxelles étant ce qui va encore compliquer les choses dans le territoire flamand. Autrement dit, il faut que vous imaginiez la Belgique avec une frontière linguistique, mais une frontière authentique, une frontière dessinée, une frontière reconnue, une frontière respectée avec tout ce que cela implique d'exclusion entre la Flandre et la Wallonie. Bruxelles se trouve être dans le territoire flamand. Or, 80% des Bruxellois parlent français. Ce qui soulève un tas de problèmes.
Dans la banlieue de Bruxelles, il y a une circonscription qui est connue, qui s'appelle BHV, Bruxelles-Halle-Vilvoorde, car c'est une circonscription qui bénéficie du bilinguisme, enfin, qui bénéficiait de facilités linguistiques. Aujourd'hui, les Flamands n'en veulent plus. Les Flamands veulent imposer, et ils imposent, et les bourgmestres de ces communes périphériques de Bruxelles, Halle et Vilvoorde, sont dans un système de confrontation. Ils imposent désormais à ceux qui vivent dans ces communes de parler le flamand. Si vous êtes francophone travaillant à la Commission européenne et que vous habitez Vilvoorde, vous devez parler flamand. Et vos enfants devront aller dans une école où le flamand est la langue scolaire reconnue. Et si vous ne parlez pas flamand, vous ne pourrez pas faire de démarche à la mairie, sauf avec un interprète. C'est une forme d'exclusion qui devient redoutable et qui pose beaucoup de problèmes pour l'avenir de la Belgique. Complexe, je résume. Deuxièmement, c'est un fédéralisme original. Pourquoi original? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que c'est un fédéralisme de dissociation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les communautés, les régions, se sont accaparées des pouvoirs qui appartenaient avant au pouvoir central. Dissociation. C'est exactement le modèle inverse de tout ce que l'on voit dans tous les États fédéraux. Dans tous les États fédéraux, c'est un fédéralisme d'association, d'intégration. Ici, c'est un fédéralisme de dissociation. On a créé le fédéralisme pour ne pas se séparer. J'y reviendrai dans le surréalisme. Deuxième particularité, elle est importante, c'est le seul État fédéral au monde où il y a 2 ordres juridiques concurrents. C'est ce qu'on appelle le principe, c'est la formule belge, le principe d'équipolence normative. Principe d'équipolence, EQIPO2LENC, d'équipolence normative, qui veut dire que les 2 ordres juridiques sont concurrents. Ce n'est pas un État avec un ordre juridique pyramidal, non, il y en a 2. Original, ça n'existe pas ailleurs, parce que c'est impraticable. Mais c'est une histoire belge. Donc, deuxième principe original. Troisième principe original, il n'y a qu'en Belgique que cela existe. Au plan international, chaque entité régionale peut être représentée spécifiquement. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsqu'il y a des négociations au niveau de l'Union européenne, la délégation belge n'est jamais la même. Parce qu'il y a un turnover de représentants qui, pendant tant de mois, sont wallons, pendant tant de mois, sont flamands, etc. Autrement dit, il y a une reconnaissance internationale. C'est original, ça ne se voit pas ailleurs. 3 originalités. Et je disais enfin, c'est aussi un fédéralisme surréaliste. Oh oui, il est surréaliste, il est vrai que la Belgique est une terre de surréalisme, tout simplement parce qu'il est contre nature et il est sans doute condamné. Il est contre nature, car on essaie de faire vivre 2 communautés qui se haïssent. La communauté flamande a pendant longtemps été l'objet de risées, peut-on dire, humiliés par la communauté wallonne. Les Wallons s'enorgueillissaient d'être francophones, porteurs de la culture, de siècle des Lumières, enfin, des hommes cultivés, quoi, par rapport aux Flamands qui étaient plutôt inférieurs en termes de capacité culturelle et d'épanouissement. C'est l'époque où Jacques Brel chantait une chanson dans laquelle il interdisait aux Flamands d'apprendre le flamingant à ses enfants. Donc il y a eu véritablement des rivalités. Et cela, d'ailleurs, c'est payé très cher pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, parce que les rivalités ethniques, elles sont parfois enracinées sur des faits, hélas, dramatiques. Lorsqu'il y a eu l'affrontement avec l'Allemagne, les officiers étaient wallons de culture française, alors que les hommes de troupe étaient flamands et de culture néerlandaise. Ce qui veut dire que je viens de lire un livre sur le labyrinthe belge écrit par un Belge et qui raconte que les officiers aboyaient des ordres en français que les pauvres hommes de troupe néerlandais ne comprenaient pas.
Ils allaient donc au casse-pipe sans savoir exactement pourquoi ils y étaient. Ça a créé énormément de frustration et d'opposition. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet qui fâche en Belgique. Si vous le dites, vous risquez de ne pas terminer la soirée de façon très agréable, mais les Flamands étaient plutôt collaborationnistes et les Wallons plutôt résistants. Oh, je ne dis pas que tous les Wallons étaient résistants, tous les Flamands, mais il y a quand même eu des Waffen-SS qui sont venus de Flandre, agrémenter les troupes d'Adolf Hitler. Donc il y a là aussi des rivalités, vous voyez, qui sont très enracinées et qui se confortent. Alors aujourd'hui, justement, aujourd'hui, les Flamands, ils ont un développement économique qui leur permet d'être supérieurs en termes de niveau de vie aux Wallons. Et les Flamands n'en veulent plus de ces Wallons. Ils ne veulent plus participer à la solidarité pour les prestations sociales qui doivent aller au bénéfice des Wallons. Ils n'en veulent plus, ils ne le supportent plus. Donc, quand l'État était unitaire, on sentait que ça sentait la guerre civile. Et puis, on a fait un État régional en disant peut-être que là, ils vont mieux se supporter, et puis non, ça n'a pas marché. Alors on a créé un État fédéral. On a créé un État fédéral, mais exactement dans le contresens le plus pur du surréalisme, c'est-à-dire, on va se séparer pour vivre ensemble. Vous voyez, ce n'est pas très, très clair ou très logique. Nous ne supportons pas, donc restons ensemble. Vous allez comprendre. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ces deux communautés ne sont plus à même de partager un avenir commun. D'un côté, les Flamands, et je pense à Yves Le Terme qui a été un Premier ministre météorite dans le cadre de cette Belgique un peu curieuse, et qui disait, quand on lui posait la question, mais au fond, quel est le point commun, je vous le rappelle, entre les Flamands et les Wallons, et il disait, à part la bière et le football, je ne vois pas. Donc, il réduisait à la bière et au football cette union. Ça ne va pas très loin. Quand vous entendez Henri Jean de Bien, qui lui représente les Wallons, et qui dit au fond, dans le monde aujourd'hui, il y a deux États qui peuvent craindre de disparaître. Il y a le Bangladesh, parce que s'il y a une montée des eaux, le territoire disparaîtra. Puis il y a la Belgique, parce que la Belgique, c'est un État qui n'a aucune raison d'exister. Le résultat, donc, c'est qu'il y a aujourd'hui des surenchères, des blocages, et que la Belgique, comme me disait d'ailleurs un flamand, la Belgique a inventé une guerre civile sans mort. Parce qu'en réalité, en effet, l'affrontement est très vif, mais il n'y a pas encore une mort. Quoique, ça pourrait arriver un jour, et on en est là. Donc c'est complètement surréaliste. Si bien que l'avenir de la Belgique, c'est un avenir qui est plus que problématique. Il est vraisemblable que la scission va se produire. Alors dans quelles conditions? Le vrai problème, c'est Bruxelles. C'est quand même un paradoxe supplémentaire que la capitale de l'Europe soit dans cette situation tout à fait invraisemblable. S'il n'y avait pas Bruxelles, il y a longtemps que la messe serait dite et que le divorce serait consommé. Aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on reste encore ensemble faute de mieux. Et quand un couple reste ensemble faute de mieux, le pire est à craindre. Et je crains que ce soit exactement ce qui se produise. Voilà pour ce qui est du sort belge. Alors, en résumé et en conclusion, le fédéralisme a-t-il un avenir? Je voudrais résumer, car je veux terminer ce matin, la conclusion concernant l'État, en vous disant ceci. Le fédéralisme, c'est génial et c'est exigeant. Le fédéralisme, c'est génial parce qu'il oblige chacun à négocier. Rien n'est pire que de s'enfermer dans ses certitudes derrière des murs. La négociation implique un sentiment de relativité et de tolérance. Or, j'observe qu'aujourd'hui, la tendance lourde est plutôt au repli sur soi et à l'intolérance. J'observe que beaucoup d'États pourraient trouver dans le fédéralisme une sortie honorable, comme l'Italie, comme l'Espagne, mais que vraisemblablement, l'étape sera dépassée parce que les égoïsmes régionaux de la part d'entités plus riches que d'autres les conduisent à souhaiter être seuls.
Et quand on observe ce phénomène, on peut s'interroger sur l'avenir du fédéralisme. Proudhon disait « le XXe siècle sera fédéral ou il ne sera pas ». Belle formule. Je crois en effet que le fédéralisme est sans doute l'avenir des États-nations, à condition qu'ils acceptent de s'unir et de se soumettre à une volonté collective dont ils ne seraient pas les seuls maîtres. Pour autant, ce n'est pas gagné. Alors concluons définitivement cette fois concernant ce premier chapitre relatif à l'État. Quel est l'avenir de l'État? Agonie ou résurrection? Réincarnation? Où en est-on? Depuis quelques heures, je vous ai conduit dans ce que je voulais vous présenter comme une enquête. Alors, que sait-on aujourd'hui et maintenant? Que savez-vous? Nous savons que l'État est un produit complexe né sur la terre européenne. Ça, c'est à peu près certain. On sait qu'il est né sur la terre européenne, qu'il a fait le tour du monde. Ça aussi, on le sait parce qu'il a laissé des traces partout. On sait qu'il s'est imposé pour contraindre à une solidarité. Et il demeure aujourd'hui d'ailleurs le seul garant du tissu social. C'est ce pourquoi il est si essentiel. Mais, par ailleurs, on se rend compte que cet État est atteint de dysfonctionnements et de comportements un peu erratiques ou dangereux. D'abord, il n'est pas très clair avec son histoire. Il faudrait qu'il se psychanalyse parce qu'il n'a pas un ouvrage de Thierry Volton que je vous conseille, Thierry Volton, W-O-L-T-O-N, Psychanalyse de la France. Un ouvrage qui se lit très bien, très facile, Psychanalyse de la France, Thierry Volton. Et vous y verrez en effet la thèse que je suis en train d'évoquer, développée par des arguments précis. La France est malade de son avenir parce qu'elle n'a pas encore réglé ses comptes avec son passé de faux résistance, parce que prétendre que les Français étaient des résistants, quelle blague par rapport à la situation qui a été vécue. Prétendre que la torture en Algérie, c'était le fait d'extrêmes complètement déséquilibrés, quelle plaisanterie, quand on sait que c'était un moyen qui était utilisé de toutes les armées, etc. Donc, n'étant pas clair avec son passé, on ne peut jamais être clair avec son avenir si on n'a pas réglé ses comptes avec son passé. Ça, c'est une loi de la psychanalyse qui s'adapte aux personnes et aux États. Donc, ils ne savent pas très... Ils s'inventent des histoires à défaut d'assumer la leur, quoi, si je puis dire. Deuxièmement, ils sont plutôt anémiés actuellement, les États. Ce qui était leur puissance de vie, leur force, leur pulsion de vie, c'était la souveraineté. Oh là, la souveraineté est en train de dépérir, de disparaître. Ils ne savent plus très bien à quoi ils servent. Ils sont blackboulés entre des crises qu'ils ne maîtrisent pas, dont ils soignent plus ou moins activement par des mots, par des pansements, mais en réalité sans avoir beaucoup d'action sur le contexte. Ils ne savent pas trop. Et puis, ils sont aussi atteints d'une sorte de dédoublement de personnalité entre l'unité et le multiple. Ils ne savent pas trop où est leur équilibre. Donc d'un côté, on voit bien que l'État est un individu qui est devenu incontournable, mais par ailleurs, on constate que c'est un colosse au pied d'argile. Quand on regarde un peu plus près, d'ailleurs, on observe que quand je parle d'un État, je devrais parler des États. Parce qu'il n'y a pas une réalité qui serait une réalité clonée sur l'ensemble de la planète. Il y a des États. La réalité est plurielle, même si la matrice est singulière. Il y a à peu près 200 États aujourd'hui dans le monde. Alors ça va du plus petit. Le plus petit, c'est le Vatican, 0,44 km². Et puis le plus grand, ce sont évidemment des États qui sont des empires. En termes de population, vous imaginez bien, entre le Lesotho, le Lesotho. Le Lesotho, c'est un petit État qui est complètement enclavé dans la République d'Afrique du Sud. Et la Chine. Vous imaginez bien qu'il y a un gouffre de différenciation entre l'archipel de Tunavu, que vous ne connaissez sans doute pas, qui est un archipel polynésien, qui est un État comprenant 6 ou 7 îles, 12 000 habitants. Et la Chine, au-delà du milliard 500 000, vous imaginez qu'il y a des distinctions
et des différences très fortes, sous réserve que j'attire votre attention sur le fait que ce ne sont pas les plus petits qui sont les plus fragiles. Le Luxembourg, la principauté de Monaco, au beau être de petits États, personne pour l'instant ne considère qu'ils vont disparaître à court terme. Donc il n'y a pas de lien entre l'espérance de vie des États et leur taille initiale. En réalité, je crois que pour en rester à l'essentiel, il y a 3 éléments qui doivent être pris en considération si l'on veut parier sur la survie de l'État. Premier élément, y a-t-il une volonté? When there's a will, there's a way. Lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin. Autrement dit, s'il y a véritablement une volonté communautaire de vivre dans un destin que l'on considère comme partagé, oui, les États ont un avenir, dès lors qu'ils sont porteurs de cette espérance. Mais existe-t-elle encore? Point d'interrogation. Deuxièmement, pour qu'il y ait pérennité de l'État, il faut aussi qu'il soit assuré de faire respecter l'ordre. C'est sa mission. Je vous l'ai dit, dans toutes les sociétés de primates, et les hommes sont des primates, dans toutes les sociétés de primates, le chef est jugé à sa capacité d'assurer l'ordre et la sécurité pour le groupe. Les États, aujourd'hui, revendiquent le monopole de la violence physique, de la contrainte physique légitime. Mais l'assurent-ils vraiment? Quand on voit la percussion du terrorisme et la difficulté pour les États d'y répliquer efficacement, on peut se poser la question. Troisièmement, pour que les États demeurent, il faut aussi qu'ils se fixent des règles de vie. Il n'y a pas de vent porteur pour celui qui ne sait où il va. C'est une phrase de Sénèque que je reprends. C'est la même chose pour les personnes que pour les États. Les États ne pourront survivre s'ils ne savent pas où ils vont. Autrement dit, il faut qu'ils se donnent des objectifs stratégiques, des moyens d'action et qu'ils se dotent, je dirais, d'une robuste constitution. Mais je fais allusion à la Constitution, ce sera l'objet du thème suivant que j'aborderai dans le chapitre 2. Je vous remercie de votre attention. Nous nous retrouvons vendredi après-midi à 13h30. À bientôt.